Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cash Radio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très peu ciblé, celui de l'égalité filles-garçons, en compagnie d'une invitée très spéciale, Madame Aude de Thuin. Au sommaire, Madame Aude de Thuin et son association, la WIA. En deuxième, les fausses idées sur les inégalités filles-garçons. Et en troisième, les inégalités salariales et les métiers accessibles aux femmes au Maroc. 4. Histoire de femmes marocaines victimes. Et pour clôturer le débat, le rôle des femmes et des hommes dans la société marocaine. Nous allons commencer par parler de Madame Aude de Thuin et de son association qui met en valeur les femmes africaines avec son association, la WIA. Bonjour Madame de Thuin, nous allons vous présenter votre initiative Women in Africa à nos auditeurs. Madame Aude de Thuin est née le 18 septembre 1950. Elle est de nationalité française d'une famille bretonne. À 17 ans, elle part à Paris pour entamer ses études de psychologie qu'elle est contrainte d'interrompre pour travailler ensuite dans un centre médico-pédagogique. Puis, elle a mené sa carrière de chef d'entreprise. Ses associations entreprises sont la Semaine internationale du marketing direct, l'Art du jardin, Women's Forum for the Economy and Society, ainsi que Women in Africa, sur laquelle nous allons se pencher aujourd'hui. WIA a été créée dans le but de révéler le potentiel de la nouvelle génération de femmes leaders en Afrique. Nous avons quelques questions à ce sujet. D'où vous est-elle venue l'idée ? Bonjour, tout d'abord je voudrais vous dire que je suis ravie d'être ici et très touchée d'être invitée par vous et par l'organisation que Madame Mass a mis en place. J'ai créé Women in Africa, dont l'abrégé est effectivement WIA, à la demande de femmes africaines qui sont venues me chercher parce que c'est mon métier que de faire des forums mondiaux. Et elles sont venues me chercher parce qu'elles savaient elles pensaient en tout cas que j'avais la capacité de réunir des leaders mondiaux pour rencontrer ces femmes africaines qui ont un rôle majeur dans les économies du continent. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est un continent dont tout le monde parle. Tout le monde parle aussi, on le sait, des migrants. Et on sait que l'Afrique a beaucoup à travailler et à faire encore pour améliorer son économie. Il se trouve que l'on voit beaucoup plus dans les médias, dans le monde entier, apparaître les hommes africains que les femmes. Or, les femmes exercent un rôle majeur dans les économies du continent. Et mon rôle, à la demande de ces femmes africaines, était donc de réaliser ce qu'on appelle un sommet ou un forum, c'est la même chose, mondial que j'ai décidé de faire à Marrakech tous les ans. Des réunions sont faites annuellement à Marrakech, mais dans quel but ? De quoi débattez-vous ou parlez-vous ? Nous parlons de sujets essentiellement économiques, car je ne veux plus et je n'aime pas qu'on parle de charité à l'égard des femmes. Je pense que c'est nécessaire, évidemment, de ne jamais oublier qu'il y a des femmes en grande souffrance, mais je pense qu'il faut oser aujourd'hui parler du rôle majeur des femmes dans l'économie. Pourquoi ? Parce que plus il y aura de femmes dans des positions de pouvoir, c'est-à-dire à l'égal des hommes, et mieux la société se portera. Alors que si on parle de charité, c'est-à-dire qu'on considère les femmes toujours ici, et donc pas capables d'agir comme les hommes. Et c'est faux, c'est tout simplement faux. Tous les chiffres le prouvent, mais ça ne se sait pas. Et donc mon rôle est de faire parler, de donner la parole à ces femmes. Donc qu'est-ce que nous faisons pendant les 2 jours où le monde entier vient à Marrakech? Nous parlons d'économie, nous parlons de sujets de conscience à l'égard des femmes. Nous donnons des chiffres sur les résultats que les femmes ont et comment elles contribuent à faire que l'économie se porte mieux. Nous recevons également à Marrakech des femmes entrepreneurs qui créent des entreprises dans leurs différents pays en Afrique. On appelle ça OIA 54. Il y a 54 pays et donc nous faisons une sélection des meilleurs, ce qu'on appelle les business models, des modèles économiques d'entreprises créées par ces femmes sur le continent. Et donc nous parlons économie au monde entier. Et en face de ça,
Il y a donc des femmes et des hommes. Nous avons 18% d'hommes qui viennent au sommet de Marrakech. Il y a beaucoup la presse également. Nous avons une 50aine de journalistes. Et c'est au travers de ça qu'on arrive à montrer au monde entier à quel point les femmes sont importantes dans l'économie. Quelles ont été vos meilleures rencontres grâce à votre initiative? Grâce à Women in Africa, des rencontres de femmes que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Des femmes, je me rappelle, la première année à Marrakech, nous avons reçu des femmes qui toutes travaillent dans le secteur de l'eau. Et on sait que l'eau est un élément de base pour vivre. On ne peut pas, sans eau, on ne peut pas vivre. Et ces femmes ont inventé des systèmes d'eau tout à fait différents des systèmes mis en place par les hommes, qui correspondaient plus à des réalités du quotidien. Pourquoi ? Parce que les femmes, en dehors de travailler, ont souvent une double ou une triple vie. C'est-à-dire qu'une femme, elle travaille, souvent autant qu'un homme quand ça n'est pas plus. Elles sont mères, elles sont femmes, et donc elles ont des doubles ou des triples vies. Et elles sont confrontées à ce problème, entre autres de l'eau pour la nourriture. Et pour stocker l'eau, elles ont inventé des systèmes et elles se sont créées en association. C'est-à-dire qu'elles ont créé une association pour échanger sur les meilleures techniques pour améliorer la captation de l'eau et pour la garder, pour la capter et ensuite pour la garder. Elles sont venues, je ne sais pas pourquoi, elles avaient quelque chose de magnifique et j'ai eu un coup de foudre pour elles. Donc je les ai vues. Il y a également d'autres femmes, une jeune femme qui est venue, qui avait 16 ou 17 ans et qui parlait comme une adulte de 50 ans, comme si elle avait une expérience d'une vie entière. Pourquoi ? Parce qu'elle était depuis toute petite concernée par les sujets de femmes et qu'elle se battait déjà pour les femmes. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc on lui a donné la parole. Parce que ce que nous faisons, c'est qu'on donne la parole à des gens qui peuvent changer le monde, tout simplement. Et nous sommes capables de le faire, de changer le monde, nous les femmes. Mais je précise, avec les hommes. Pourquoi ? Parce que le monde aujourd'hui ne peut pas fonctionner avec d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Aujourd'hui, c'est ensemble que nous devons penser le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de guerres ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de situations difficiles ? Parce que justement, on a séparé les choses. On a d'un côté, souvent, on met les hommes de côté, les femmes de l'autre, et c'est quand on est ensemble que le monde peut vivre de façon plus apaisée. Et donc il est important de penser le monde ensemble, hommes et femmes. Et notre dernière question, est-ce que vous gagnez de l'argent grâce à Women in Africa ? Pas encore, mais j'espère en gagner, parce que j'ai deux structures. J'ai une structure commerciale, donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais je pourrais donner après des éléments à Madame Mas qui vous expliquera comment notre métier fonctionne, mais j'ai une structure commerciale, pourquoi ? J'ai expliqué tout à l'heure que quand on fait ce métier, nous travaillons entre 1 an et 2 ans à l'avance, donc avec des gens qu'il faut payer. Et nous avons des entreprises qui sont des sponsors et qui mettent de l'argent pour que leur marque se voie, et grâce à ça, nous arrivons à faire le forum. À côté de ça, donc, nous avons une structure commerciale classique qui, donc, normalement, cette année, est à l'équilibre. Je dis ça en croisant les doigts, en souriant. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, nous avons investi beaucoup et que ce serait normal qu'en 3e année, on ait maintenant des chiffres équilibrés. À côté de cette structure commerciale, j'ai une association, enfin une fondation, qui est domiciliée à Paris et qui, elle, reçoit pas mal d'argent. Pourquoi ? Parce que nous avons eu l'idée, dès le départ de cette entreprise, de cette initiative Women in Africa, de vouloir soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique. Et beaucoup d'entreprises soutiennent cette fondation parce que tout le monde est conscient que plus il y aura de femmes entrepreneurs, et mieux le monde se portera. Pour une simple raison, et écoutez ça, filles et garçons, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde. Donc il faut penser à l'avenir et penser à créer son propre emploi. Donc on crée des entreprises pour ça. Mais quand on n'a pas l'expérience, on crée des entreprises qui souvent vont à l'échec. Parce qu'on ne crée pas une entreprise simplement pour dire « je ne vais pas avoir de job, je ne vais pas avoir d'emploi, donc je crée mon entreprise ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une entreprise ne peut marcher que si elle répond à un besoin, si elle répond à quelque chose de concret.
Par exemple, si tu dis « je vais lancer une entreprise parce que j'ai envie de lancer un nouveau modèle de t-shirt », tu ne peux pas le lancer comme ça. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, si tu n'apportes pas quelque chose de différent, si tu n'apportes pas ce qu'on appelle un concept différent, tu pourras toujours lancer ton entreprise de t-shirt. 3 mois après ou 6 mois après, tu vas déposer ton bilan et faire faillite. Quand on crée une entreprise, il faut avoir une très bonne idée, il faut la tester auprès des autres, il faut ce qu'on appelle valider le modèle économique, et puis après aller en parler à son banquier. Donc ça répond à des critères très précis et qui sont de plus en plus exigeants. Pourquoi ? Parce que les banques prêtent de moins en moins dans un monde qui pourtant est plutôt globalement, enfin les banques gagnent de l'argent, mais elles ne prêtent pas autant qu'on le pense aux entreprises, malheureusement. Merci. Merci à Nassim et à Itam de nous avoir parlé de notre invitée d'honneur, Madame Aude de Thuin, et de son association, la WIA. Autour de Yasmine et Sophia, qui vont nous parler d'un sujet important, qui est celui des mythes filles-garçons. Bonjour à tous et à toutes, et bonjour à vous Madame de Thuin. Aujourd'hui nous allons vous faire réagir par rapport à des fausses idées, des stéréotypes ou des mythes conçus sur les inégalités hommes-femmes. Donc pour commencer, avec la première fausse idée, nous allons parler des filières d'études. On pense que les hommes se dirigent plus vers un bac scientifique et les femmes se dirigent plus vers un bac littéraire. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est dommage que les choses soient ainsi. Et je vais répéter ce que je dis tout le temps. Il se trouve que ça vient souvent des familles elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que les familles répètent ce qui s'est passé dans le passé et on fait toujours comme avant, au lieu de penser qu'on peut faire autrement. Et si on pensait autrement le monde irait beaucoup mieux, et en particulier pour les filles. Pourquoi ? Parce que les parents pensent que lorsque on a 14 ans maths, pour un garçon, c'est formidable. Et donc, les familles vont dire à leur fils, tu as 14 ans maths, continue dans cette voie-là. Une fille qui a 14 ans maths, on a des études qui le prouvent. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études. Les parents disent, ouh là là, c'est pas assez, dirige-toi vers quelque chose de littéraire. Parce que c'est une habitude. On a l'impression que ce monde est un monde, le monde des sciences est un monde qui doit être masculin. En faisant ça, on est en train d'aggraver la situation des femmes dans le monde. J'ai donné comme exemple, un exemple qui m'a terriblement choquée, qui date de la semaine dernière. Vous êtes tous au courant que l'intelligence artificielle est en train de se développer partout dans le monde, à une vitesse ultra rapide. Eh bien, la semaine dernière, dans un journal économique en France, je lisais que 5 jeunes d'une trentaine d'années, 5 garçons, ils étaient tous en photo, très fiers d'eux apparemment, ils se félicitaient d'une levée de fonds, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à avoir de l'argent pour développer une nouvelle méthode pour soigner le cancer du sein. Dans une entreprise, grâce aux techniques d'intelligence artificielle, dans une entreprise dans laquelle il n'y a pas de femmes. Comment est-ce qu'on peut penser le monde sans les femmes ? Les seins, c'est une affaire, c'est plutôt un sujet de femmes. Enfin, ça concerne tout le monde. Pourquoi ? Parce que le sein est nourricier, ça nourrit les enfants. Et donc, aujourd'hui, ce sujet-là, et ça m'a terriblement choquée, donc j'ai écrit à cette entreprise pour leur dire comment vous avez fait. Est-ce que vous avez des femmes derrière, mais on ne les voit pas, et seuls les actionnaires sont des hommes ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc je ne sais pas si j'aurai une réponse, mais ce monde n'est pas normal dans le sens de son évolution. Et quand on dit aujourd'hui que les femmes ont plus de place, qu'on voit beaucoup plus de femmes, la réalité est tout autre. Parce que oui, il y a peut-être plus de place pour les femmes dans les entreprises, mais derrière ça, regardons les postes qu'elles occupent. Ce ne sont pas des postes de direction ici. Et ce que je fais moi avec Women in Africa, c'est justement de faire la preuve que le monde ira mieux lorsque les femmes seront à égalité de pouvoir avec les hommes et qu'on n'a pas obligé de se battre pour être à égalité. C'est simplement vouloir un monde plus équilibré, ensemble. Réfléchissons ensemble au monde qu'on veut faire. Et il y aura moins de guerres et il y aura moins de conflits. Merci, donc voici votre avis sur les mythes hommes-femmes par rapport aux filières et aux études choisies. Donc maintenant, nous allons passer aux activités. Un des mythes sur les activités est que les filles pratiquent plus des sports de souplesse comme la danse et que les garçons pratiquent plus des sports qui nécessitent de la force ou de la rapidité comme le football. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, j'en pense que c'est faux, puisque là, on en a la preuve aussi. Regardez l'équipe de handball féminin en France, regardez en Norvège, elles sont dans les championnes du monde. Regardez l'équipe de football féminin en France. Ça fait tout simplement la preuve que les filles peuvent réussir autant que les garçons. Donc, il suffit de regarder les modèles qui existent dans le monde pour savoir que tout ça est faux, et archi faux. Et aujourd'hui, on reste encore sur une image que les filles sont plus fragiles, sont plus émotives, ne peuvent pas se battre. Moi, je le dis toujours, si une fille se fait battre par un garçon, elle renvoie, elle lui cogne dedans, elle lui rentre dedans, il n'y a pas de raison. Une fille a autant de force qu'un garçon. Il y a des garçons qui sont plus fragiles que les filles, mais sous prétexte que c'est un garçon, on va le laisser cogner? Non. Il ne faut jamais accepter le fait de se faire cogner par un mec, par un garçon. Jamais. Jamais, jamais. Les filles sont des êtres humains comme les hommes. Elles doivent se faire respecter. Elles doivent être respectées dans leur statut de femme, dans leur statut de fille. Et vous ne devez jamais vous laisser faire, les filles. Vous renvoyez l'appareil. On va dire de vous, vous êtes des bagarreuses, vous vous en foutez. Vous aurez beaucoup plus de respect pour vous si vous savez justement vous défendre. Parfait, merci madame. Donc voici votre avis sur les inégalités hommes-femmes par rapport aux activités. Donc maintenant nous allons passer aux couleurs. Le mythe dit que les filles aiment plus les couleurs vives comme le rose et que les garçons aiment plus les couleurs sombres comme le bleu ou le noir. Qu'en pensez-vous ? Ça aussi, ce sont des critères qui remontent à tous les temps et je suis contre ça et je suis contre le fait que dans les magasins, tu vois, justement, on le voit bien pendant les cadeaux de Noël aussi, on va donner plus les poupées pour les filles et les voitures ou les ballons pour les garçons. Il faudrait casser tout ça. Mais malheureusement, le commerce a dominé un peu toutes ces situations et essaie de faire que les filles sont comme ça et que les garçons sont comme ça. Il faudrait simplement qu'on pense le monde autrement et qu'on le regarde comme la réalité. Moi, j'ai une petite fille qui joue au handball, elle est dans l'équipe du Paris Saint-Germain de handball, elle a 14 ans, elle est en 4e comme vous. C'est un garçon, ma petite fille. Et son frère est beaucoup plus féminin. C'est un garçon qui est un littéraire, lui. C'est pas un matheux. Et là, ma petite fille est une matheuse. Et elle fait beaucoup de sport. Elle fait 12 heures de handball par semaine. Et mon petit-fils, là, lui, est un littéraire. Et il vient d'avoir, là, il passe son bac cette année. Il a eu 17 au bac blanc en histoire. Eh bien, c'est comme ça. Il y en a un, et cela est un garçon, et là est une fille. Ils ont chacun leur personnalité. Et pourquoi ? Parce que leur mère n'a pas fait de clivage. Toi, tu es une fille, tu vas faire ça. Toi, tu es un garçon, tu vas faire ça. Non, elle les a laissés s'exprimer. Les parents les ont laissés s'exprimer. Les parents les ont laissés, avec leur sensibilité, observer vers quoi ils étaient plus forts. Et il faut arrêter ces clivages de couleurs, arrêter ces clivages de jouets plus adaptés pour les garçons, plus adaptés pour les filles. Il faut casser tout ça maintenant. On sent qu'il est temps que le monde change. Et ça changera la situation des filles quand elles seront grandes. Ça changera le regard qu'on aura sur vous quand vous serez plus grande. Merci. Donc selon vous, il ne faut pas se fier aux mythes. Notre avant-dernier mythe est sur la qualité de travail. Le mythe dit que la qualité de travail des filles est plus soignée et que celle des garçons est beaucoup moins soignée ou bâclée. Quel est votre avis sur ceci ? Je pense que là aussi, on dit ça sans en avoir la preuve réelle. Je ne suis pas sûre. Ce que je sais qui pourrait répondre un peu de façon positive à ce que tu viens de dire, c'est qu'un garçon a l'impression qu'il doit en faire beaucoup plus, mais c'est pas par rapport aux filles, bon, c'est par rapport à son patron. Il a l'impression qu'il doit en faire plus, tu vois, pour faire la preuve qu'il est meilleur parce que c'est un garçon. Et c'est vrai que les filles feront peut-être un peu moins, mais ce qu'elles feront, effectivement, sera très précis. Et donc, à l'arrivée, qu'est-ce qu'on préfère ? Quelque chose de précis et de plus pointu ou quelque chose de bâclé ? Ça, c'est l'entreprise qui va faire après la différence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai des filles et des garçons dans mon équipe et je fais pourtant un forum de femmes. L'essentiel, c'est la qualité du travail fourni. Si ça prendra un peu plus de temps, je l'accepte parce que je ne veux pas d'un travail bâclé. Donc il faut casser tous ces mythes-là. Merci. Et pour finir, le dernier mythe ou stéréotype est que les filles à l'école sont plus calmes et travailleuses et que les garçons sont plus bavards. Qu'en pensez-vous ?
Plus bavard, je ne sais pas, parce qu'on dit des filles qu'elles sont plus bavardes habituellement. Donc ça, je ne sais pas. Mais je pense que traditionnellement, oui, je dirais, par le souvenir que j'en ai, qu'elles sont peut-être plus travailleuses. Peut-être, mais encore. Je ne vais pas assez dans les salles de classe aujourd'hui pour le savoir, tu vois, pour savoir si c'est ça la réalité. C'est peut-être vous qui pourriez m'en dire un peu plus aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que, ce que j'entends aussi de ce que me disent mes petits-enfants, c'est que les filles restent souvent entre elles et les garçons entre eux dans la cour de récréation, et que je pense que si il y avait plus de mélange et de groupes qui se font, tu vois, de filles qui vont jouer au ballon avec les garçons ou au handball, ça changerait les choses. Donc il faut aujourd'hui casser ces mythes et ne pas reproduire ce qu'on a toujours cru qui était ce qu'il fallait faire. C'est oublions les mythes, on est dans une société aujourd'hui, on doit évoluer. On doit évoluer et on doit considérer que les femmes sont l'équivalent des hommes. C'est surtout ça. Merci à Madame de Thuin d'avoir réagi à nos mythes sur les stéréotypes filles-garçons. On laisse la parole à Samy. Ce sujet était très passionnant, car il était source d'interminables débats sur les moyens de combattre ces fausses idées. Et merci à Madame Aude de Thuin de nous avoir éclairés sur ce sujet. Maintenant, Nabil et Ali vont nous parler de l'inégalité salariale homme-femme, qui est un sujet très important. Alors tout d'abord, bonjour chère Madame de Thuin, et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc aujourd'hui, nous aimerions vous demander votre avis sur un stéréotype très courant, qui est les femmes moins payées que les hommes, donc moins rémunérées. Selon les dernières estimations de l'OIT 2016, les femmes à l'échelle mondiale, généralement en moyenne 77%, ils sont payés généralement en moyenne 77% du salaire masculin. En 2015, le salaire annuel moyen d'une femme était de 11 000 $ contre 21 000 $ pour un homme. Les femmes avaient ainsi 10 ans de retard par rapport aux rémunérations de leurs homologues masculins, puisque les hommes gagnaient en moyenne 11 000 $ par an en 2005. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est anormal. Je pense que cette situation doit évidemment changer parce que on reproduit là aussi ce qui remonte aujourd'hui. La différence d'égalité des salaires remonte aux années juste après la guerre. Donc il faut savoir que ça remonte au XXe siècle, au début de la première partie du XXe siècle. Donc il y a longtemps. Et ce qui est terrible dans ce monde, c'est que quand ça arrange les entreprises, évidemment, ça les arrange de garder les mêmes habitudes. On a créé à ce moment-là ces écarts de salaire. Pourquoi ? À l'époque, dans les années, avant les années 50 et au début des années 50, 60, 70, il y avait peu de femmes sur le marché du travail parce que traditionnellement, les femmes restaient à la maison. La guerre a changé la situation des femmes dans le monde. Et à ce moment-là, les femmes allaient à l'usine. Elles ont commencé à aller à l'usine parce qu'il fallait remplacer les hommes qui avaient été blessés ou tués à la guerre. Ensuite, il fallait qu'elles aillent pas seulement à l'usine, mais on les voyait même dans des métiers qu'on dit traditionnellement réservés aux hommes. On les voyait en train de refaire des routes, on les voyait dans des postes d'hommes. Et comme elles avaient également les enfants à s'occuper, elles travaillaient un peu moins d'heures. Et l'explication des écarts de salaire vient de ça. Elle ne vient pas d'une décision pas malhonnête, ou en tout cas qui n'est pas saine, de dire les femmes vont gagner moins que les hommes. C'est historique, ça vient d'un fait qui était, donc après la guerre, il n'y avait pas de structure familiale comme aujourd'hui, et les femmes devaient effectivement rentrer plus tôt pour s'occuper des enfants, ou rentrer à l'heure du déjeuner pour faire manger les enfants. De ce fait, elles avaient un salaire moindre, parce qu'elles travaillaient moins d'heures. Et donc, quand elles ont commencé à travailler plus d'heures et à équivalence avec les hommes, la situation n'a jamais été remise à niveau pour les femmes. Jamais. Et c'est là où c'est anormal. Parce que l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, l'entreprise ? Eh bien, elle a profité de cette situation pour considérer que les femmes devaient être moins payées. Et ensuite, ce que les entreprises ont dit, ah ben oui, mais elles ont des enfants et donc on doit moins les payer. Ben oui, mais heureusement qu'elles ont des enfants. On serait là comment autrement ?
Et donc aujourd'hui, il y a des revendications qui sont faites là-dessus, il y a un énorme travail qui est fait là-dessus, mais il ne faut pas se leurrer, ça mettra beaucoup de temps, et l'équilibre des salaires mettra du temps, parce que si tout d'un coup on obligeait par la loi à payer autant les femmes que les hommes, c'est l'entreprise qui ne s'en sortirait pas. Donc on ne peut pas baisser les hommes pour qu'ils rejoignent les femmes, et on ne peut pas augmenter au point d'arriver à un salaire équivalent. Donc ça pose le problème aujourd'hui de la prise de conscience de ça. Je pense qu'il y a un progrès aujourd'hui, on le voit arriver, et réellement la situation des femmes ira mieux le jour où on aura gagné une équivalence de salaire, tout en respectant le fait qu'une femme a le droit de partir pour avoir des enfants, parce que si une femme n'avait pas d'enfants, comment est-ce que la société continuerait à exister, tout simplement. Donc il faut travailler sur ces inégalités, et il y a urgence à ce que chaque pays prenne le sujet en main, parce que chaque pays a sa propre histoire aussi par rapport à ça. D'accord, donc merci beaucoup Madame de Thuin. Donc voici maintenant quelques solutions qui ont été sélectionnées par l'Organisation mondiale du travail, donc l'OIT. Donc c'est en rapport avec la retraite des femmes. Donc tout premièrement, améliorer les retraites des femmes, ramener à 65 ans l'âge d'attribution de la retraite à taux plein. Et donc pour donner les moyens à toutes les femmes de travailler après la naissance d'un enfant, créer dans les pays où ça causerait des problèmes au moins 500 000 places d'accueil des jeunes enfants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces solutions? Est-ce que ça pourrait être efficace? Bien sûr, tout ce qui contribue à améliorer la situation des femmes va dans le bon sens. Aujourd'hui, je pense que nous devons arrêter de limiter, de baisser l'âge de la retraite pour faire plaisir aux gens. Il y a dans certains métiers, évidemment c'est nécessaire et il faut les prendre en compte dans des métiers difficiles, mais globalement, étant donné que l'âge de la vie se prolonge et qu'on vit très très bien beaucoup plus vieux aujourd'hui, on peut prolonger l'âge du travail. Et en prolongeant l'âge du travail, on améliore la possibilité d'améliorer les retraites. Donc c'est tout un système, ce qu'on appelle un cercle vertueux, qui va faire que les retraites seront meilleures si l'âge du travail est prolongé. Mais pour des raisons politiques, les politiques n'aiment qu'une chose, c'est être réélus. Et donc ce qu'on appelle la politique politicienne, et ils sont capables de baisser l'âge de la retraite pour leur réélection, ce qui est un danger terrible pour l'économie des pays dans lesquels cet âge baisse. Voilà ma position. Très bien. Et selon vous, quelles seraient les meilleures solutions à ce problème? La meilleure solution, c'est de penser chaque pays doit avoir chaque pays a son économie. Cette économie répond à des critères qui sont propres au pays. Combien d'enfants aujourd'hui? Il y a des pays d'Afrique où le nombre d'enfants est encore très élevé. Et dans ces cas-là, les femmes ne travaillent pas. Donc on ne peut pas travailler et réfléchir de la même façon dans ces pays-là que dans des pays où les enfants... Vous savez que le renouvellement d'une population se fait lorsqu'il y a 2 enfants et plus dans une famille. C'est 2,2 enfants en moyenne par famille. Donc ce sont des sujets sur lesquels chaque pays doit se pencher aujourd'hui, mais plus il y aura des femmes dans l'économie, c'est-à-dire des femmes qui travaillent, et mieux les économies des pays se porteront. Et donc c'est tout le système, et donc plus vous, enfants, pourrez poursuivre vos études, plus des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, on le sait ici au Maroc, on connaît la situation, pourront aller à l'école, et donc nous devons tous réfléchir à comment améliorer les systèmes dans lesquels nous sommes. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses, ce fut un réel plaisir. Merci à Nabil et Ali qui nous ont présenté ce sujet. On enchaîne avec Yasmine et Sarah qui vont nous raconter des anecdotes sur des femmes marocaines qui souffrent de leurs conditions en étant des femmes. Bonjour à vous, Madame de Tourne. Yasmine et moi allons vous raconter deux histoires de jeunes femmes âgées entre 20 et 30 ans qui ont été victimes de violences au Maroc. Ces histoires nous ont particulièrement touchées et reviennent souvent. En premier, nous allons raconter l'histoire de Khadija, une femme qui a été victime de violences conjugales, et pour finir, l'histoire de Fatima qui a été victime de harcèlement et de violences. En 2 ans de mariage, son mari a battu Khadija puis l'a empêchée de sortir de chez elle et de voir sa famille pendant 1 an.
Un mois et demi après que Khadija se soit échappée du petit appartement partagé avec son mari Al-Hajeb, ville rurale de la région de Fès-Meknès, sa mère inquiète a porté plainte. La police a rassuré sa mère en lui disant de ne pas se préoccuper car sa fille était avec son mari. Avant sa séquestration, Khadija a essayé de déposer une plainte, certificat médical et photo de son corps lacéré par des câbles électriques à l'appui. Elle a abandonné la procédure face aux menaces de son époux. Désormais, elle demande le divorce. Passons à l'histoire de Fatima. Elle rentrait chez elle après avoir fait des courses quand soudainement, 2 hommes sur une moto se sont arrêtés devant elle. Un des 2 a un sabre dans ses mains et lui donne plusieurs coups. Il ne connaît pas la jeune femme, mais ce duo de malfaiteurs a violenté et dépouillé de leurs biens plusieurs autres femmes. Fatima lui a donné du fil à retordre, car la jeune femme qui venait de faire du shopping a réussi à surmonter sa frayeur pour le repousser, et plus fort encore, prendre les dessus sur lui, à grands coups de sac à main et de sac de course. Mis en déroute, son jeune agresseur a fui devant, tandis que son complice l'a récupéré au passage sur sa mobilette. Nous voulons vous demander votre avis sur ces 2 situations. Ce sont des situations qu'on connaît malheureusement plus dans certains pays que dans d'autres. La violence faite à l'égard des femmes est un désastre. En France, il y a une femme tuée tous les 3 jours sous les violences, sous les coups de son conjoint ou de son mari. Et là où il faut espérer que la situation s'améliore, c'est dans la punition qui sera donnée, dans l'écoute. Puisque ce que tu disais, c'est que cette femme a voulu porter plainte, sa mère a essayé aussi de la défendre, et finalement, l'homme qui a écouté, c'est-à-dire soit le policier qui était en face qui a écouté, n'a pas tenu compte de ça. Et cette femme aurait pu mourir parce qu'elle n'a pas été entendue. Et c'est ça qui est terrible. C'est donc aujourd'hui, c'est changer la société, être capable de savoir que ces faits-là existent et que ces violences à l'égard des femmes doivent cesser. Mais c'est un énorme chantier à mener, c'est un énorme travail, c'est un sujet qui vous concerne, vous aussi, adolescents et jeunes femmes et jeunes hommes, parce que la violence mène à ça. Et la violence, souvent, éclot quand on est jeune. C'est pour ça que l'éducation est essentielle. Et dans le cas que tu cites, c'est la même chose. C'est beaucoup une question d'éducation. J'aime bien ce que tu disais sur le fait que cette fille se soit battue. Moi, il m'est arrivé une anecdote. J'ai été attaquée en voiture il y a une dizaine d'années pour essayer de me voler mon sac. J'étais sur une autoroute à côté de Paris, il y avait un énorme embouteillage et il y a un casseur qui m'a volé mon sac. J'avais dans mon sac quelque chose à laquelle je tenais beaucoup et je me suis battue avec lui. Je me suis battue et quand je suis sortie de la voiture, j'avais en plus, comme c'était dans un embouteillage, comme j'ai freiné un peu brutalement, j'ai accéléré, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai embouti la voiture qui était devant et celle qui était derrière m'a embouti. Donc je suis sortie de la voiture, tout le monde avait assisté à l'agression dont j'avais fait l'objet. Et le voleur est parti en courant. Et quand je suis sortie de la voiture, j'ai dû faire une chose comme ça et j'étais couverte de sang. Pourquoi ? Parce qu'il avait cassé ma voiture avec un caillou pour me voler mon sac. Et je n'avais pas vu que j'avais toute la peau ici qui avait été abîmée par ça. Et donc tout le monde a cru que j'étais en sang, alors qu'en réalité c'était juste les doigts. Mais tu vois, j'avais mis, ça mettait du sang partout. Ça a impressionné tout le monde et je disais à tout le monde, je n'ai rien. Et donc j'étais à la fois avec du sang partout et je disais je n'ai rien, mais j'ai gardé mon sac à main. Et j'étais très fière parce que je me suis battue pour ce à quoi je tenais, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans mon sac. C'était pas la valeur du sac, c'est que j'avais un papier dedans, un document, un livre d'or que des gens m'avaient signé pour le premier Women's Forum, le premier grand forum de femmes que j'ai fait. Il y avait des gens du monde entier qui avaient témoigné pour dire que c'était formidable. Et je tenais à ça, je me serais battue comme une cinglée. Et le type est parti. Et j'ai réussi à l'avoir. Mais je me suis battue dans ma petite Smart, tu vois, donc j'aime bien ça. C'est-à-dire que quand on disait tout à l'heure, les filles, ben oui, les filles doivent se battre, il n'y a pas de raison. Et donc elle a eu le courage de ça, parce qu'il faut le faire, hein, recevoir des coups de sabre et des coups de... comme ça. Il faut juste du courage et pas tomber dans les pommes. Il faut y aller, les filles. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà la conclusion et voilà ma position. Selon vous, comment faire pour arrêter ça ? D'abord, faire que les autorités en aient conscience et écoutent les femmes et acceptent leurs plaintes. Et ensuite, que dans l'éducation que les familles et que les femmes reçoivent, que les filles reçoivent, elles soient préparées à ça et préparées à répondre aux coups qu'elles reçoivent. Merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir donné de votre temps. Maintenant, on va débattre sur un sujet très important, celui du rôle des femmes dans la société marocaine, avec Zineb
Maintenant, on va débattre sur un sujet très important, celui du rôle des femmes dans la société marocaine, avec comme modératrice Zineb et Isra et comme intervenants Anas, Aya, Sami et Hamza. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour Madame de Thuin. Je suis Zineb. Et moi, Isra. Aujourd'hui, nous allons être les animatrices d'un débat qui promet d'être intéressant. Il va, on espère, répondre à la question du jour. Pensez-vous que la femme marocaine a-t-elle sa place plutôt dans un bureau ou à la maison? Pour cela, nous sommes accompagnés de 4 intervenants de classe de 4e. Nous avons l'honneur d'accueillir Anas Benani, Aya Jaïdi, Samir Refouch, ainsi que Hamza Khazbini. Alors commençons par Sami. Qu'as-tu à dire? Moi, je pense que la femme, elle a sa place dans les deux endroits. Car une femme, elle peut aussi bien partir et avoir du charisme dans son travail, mais aussi représenter la douceur féminine avec ses enfants, et bien représenter son rôle de mère, mais aussi être un peu comme l'homme qui va aider son mari dans la balance financière de la famille. Très bien vu. Très très bien vu. Tu as raison. Tu as raison. Et toi, Anas, voudrais-tu intervenir? Moi, je pense que la femme, l'idée de la femme à la maison, c'est une très ancienne idée. Maintenant, la femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Il y a des femmes qui se battent pour que la femme ait le droit de travailler, d'avoir le même salaire qu'un homme. Et je pense que la femme peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors Aya, sachant que tu es une fille et donc assez concernée par cette question, as-tu une réponse ou une remarque à faire? Premièrement, je suis tout à fait d'accord avec Samy. Et personnellement, j'aurais pas supporté d'être dans un endroit, de pas que à la maison ou que au bureau. On a besoin d'un équilibre dans la vie, donc il faut bien être dans le bureau et aussi à la maison. Enfin, Hamza, dis-nous ce que tu en penses. Es-tu d'accord avec l'un de ces avis? Non, je pense que la femme peut très bien être dans un bureau ou à la maison. Ça dépend également du choix de la femme, si elle veut travailler ou rester s'occuper de ses enfants et se concentrer seulement sur ça. Mais moi, personnellement, je trouve que la femme peut être dans les deux cas. Et vous, Madame de Thuin, qu'en pensez-vous de cette question? Je ne peux que... Pardon, vas-y, je t'en prie. Et de ces interventions, êtes-vous d'accord? Complètement, et j'adore vous entendre. J'adore vous entendre parce que vous avez 14 ans et que vous êtes d'une très grande lucidité par rapport à la position de la femme aujourd'hui, et je vous félicite tous de cette lucidité, parce que si le monde et si le Maroc évoluait avec autant de jeunes et de gens qui pensaient comme vous, je pense que les choses iraient mieux pour la situation des femmes. Donc moi, je n'ai rien à rajouter, sinon que je suis évidemment d'accord. La femme peut trouver un très bon équilibre, ce que tu disais. Si c'est son choix de rester à la maison, pourquoi pas? Moi, ma meilleure amie n'a jamais travaillé, elle est très heureuse comme ça, et par contre, c'est une très grande lectrice, elle a une culture générale que je n'aurais jamais, et donc je suis très admirative d'elle, même si par moments ça m'a agacée, tu vois, parce que moi je croulais de travail, mais c'était son choix, et donc je respectais ça, et je trouve que l'idéal, c'est la cohabitation des deux. C'est souvent difficile. Moi, je dis souvent que les femmes font 2 ou 3 jobs dans une journée. Pourquoi? Parce elles travaillent, parce que ce que tu disais, c'est qu'elles ramènent également de l'argent. Elles contribuent donc à l'économie du foyer, elles continuent à son amélioration, et elles continuent en se faisant à l'économie du pays également. Et ça, c'est essentiel. S'il y avait plus de femmes aujourd'hui qui travaillaient, le PIB du pays augmenterait de plus de 30 ou 40%. Et ça, c'est un fait. Et donc, le Maroc étant encore en retard par rapport à d'autres économies, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui travaillent. En même temps, une fois de plus, si c'est son choix, respectons-le. La deuxième chose également, c'est qu'une femme a aussi beaucoup de bonheur, et si elle se marie, c'est aussi pour avoir des enfants, si c'est le choix du couple d'avoir des enfants. Moi, je connais aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est leur choix, on doit toujours respecter le choix des gens. Et donc, si une femme trouve son équilibre en étant... Moi, quand je parle de deuxième boulot, c'est parce que les femmes, quand elles sont à leur travail, moi je dis souvent à des chefs d'entreprise, quand je fais des conférences, une femme, c'est un patron de PME. Vous savez ce que c'est une PME, une petite et moyenne entreprise. Et vous savez pourquoi je dis ça? Une femme, c'est une PME, elle toute seule, parce qu'elle bosse, elle travaille, elle a un salaire, elle ramène de l'argent.
Quand elle arrive chez elle, elle a les enfants et elle est capable de penser à vous quand vous allez rentrer de l'école. Est-ce que vous aurez un goûter? Quel est le dîner? Est-ce que votre linge sera prêt? Est-ce que vous partez au sport? Est-ce que tout ça, c'est une chance inouïe d'avoir ça derrière. Parce que comment vous feriez s'il n'y avait pas... Et en même temps, si elle travaille, elle améliore votre condition, votre mère. Donc il y a ça. Et en même temps, et sa troisième vie, c'est celle de femme. Parce qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'elle-même c'est une femme et qu'elle peut séduire en tant que femme et qu'elle a le droit de séduire, elle a le droit d'aller dîner aussi avec son mari, de prendre des moments pour elle. Et donc une femme est multiple. À ce titre-là, je trouve qu'une femme est un patron de PME et qu'un patron de PME, je peux vous dire que c'est quelqu'un qui pense plutôt bien parce que c'est tellement compliqué et donc les femmes sont formidables et elles sont d'autant plus formidables quand il y a à la maison des mecs intelligents comme vous, qui réagissaient comme ça et qui respectaient ce qu'elles sont. Et c'est ça qui est important, c'est le respect que les hommes doivent à leurs femmes, c'est le respect que vous devez à vos sœurs, c'est le respect que vous devez à votre mère, à vos grands-mères, parce qu'elles vous ont élevé, en plus comme elles vous ont élevé. Si vous pensez comme ça, c'est parce que vous avez eu une sacrée bonne éducation. Hein. Ouais. Merci Madame de Chouin. Merci. Merci Madame. Merci à tous les participants, les techniciens, mais surtout un grand remerciement à Madame Aude de Thuin qui nous a donné de son temps, de sa personne et surtout, malgré son emploi du temps très chargé, nous a donné un peu de temps et nous a accordé cette interview. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup aux techniciens, Younes et Ryan, et merci à l'animateur Samy. À bientôt. Bravo.